Chapitre 5. Le lendemain matin, à 7 heures, le téléphone sonnait. J'émergeais lentement du plus profond de mon sommeil. J'avais déjà reçu un télégramme de JC, coincé dans le cadre de la glace. Elle me disait de ne pas me faire de soucis, de prendre un jour de repos, de me rétablir complètement, et qu'elle était désolée pour le crabe avarié. Je ne voyais pas donc qui pouvait bien me téléphoner. J'ai décroché le combiné et je l'ai tiré sur l'oreiller, le micro sur la clavicule et le haut-parleur sur l'épaule. Allô ? C'était une voix d'homme. Je parle bien à mademoiselle Esther Greenwood ? J'ai cru déceler un léger accent étranger. Oui, c'est bien moi, ai-je répondu. Ici Constantin machin truc chose. Je n'arrivais pas à démêler son nom de famille, mais c'était plein de S et de K. Je ne connaissais aucun Constantin, mais je n'avais pas le cœur de lui dire. Je me suis alors souvenu de madame Willard et de son traducteur simultané. Bien sûr, ai-je crié en me redressant et en agrippant le téléphone à deux mains. Je n'aurais jamais cru madame Willard capable de me faire rencontrer un homme appelé Constantin. Je faisais collection d'hommes aux noms étranges. Je connaissais déjà un Socrate. C'était un intellectuel, grand et laid, fils de je ne sais lequel grec producteur de cinéma à Hollywood. Hélas, il était également catholique et cela avait tout fichu par terre dans nos relations. En dehors de Socrate, je connaissais aussi un Russe blanc, Attila. Il étudiait à l'école d'administration commerciale de Boston. J'ai compris peu à peu que Constantin essayait de me fixer un rendez-vous en fin de journée. Aimeriez-vous visiter les Nations Unies cet après-midi ? Je les vois déjà, ai-je répondu avec un petit rire hystérique. Il a eu l'air embarrassé. Je peux les voir depuis ma fenêtre. J'ai pensé que mon anglais était peut-être un peu trop rapide pour lui. Un silence. Peut-être aimeriez-vous prendre quelque chose après ? J'ai reconnu là le vocabulaire de madame Willard, et mon cœur a chaviré. Madame Willard vous invitait toujours à manger un morceau. Je me suis souvenu que cet homme avait été l'invité de madame Willard lorsqu'il avait débarqué pour la première fois aux États-Unis. Madame Willard était membre d'une de ces organisations qui vous envoient des étrangers chez vous en échange de quoi ils vous reçoivent chez eux lorsque vous visitez leur pays. Maintenant je voyais clairement que madame Willard avait échangé son droit au gîte en Russie contre mon invitation à dîner à New York. Certainement, j'aimerais prendre quelque chose, ai-je répondu assez sèchement. À quelle heure passez-vous ? Je vous ferai appeler de ma voiture vers 2 heures. Vous êtes bien à l'Amazone ? Oui, je sais où c'est. Pendant un moment, j'ai cru que son ton était chargé d'une signification particulière. Mais j'ai pensé que sans doute des filles de l'Amazone travaillaient comme secrétaires aux Nations Unies, que peut-être il était déjà sorti un soir avec l'une d'entre elles. Je l'ai laissé raccrocher le premier. J'ai raccroché ensuite. Je me suis allongé dans mes oreillers, l'humeur sinistre. Une fois de plus, je me racontais un conte de fées. Un homme aurait le coup de foudre dès qu'il m'apercevrait. Tout ça à partir de 3 fois rien. Une invitation de pure forme à visiter les Nations Unies avec, après la visite, un sandwich à la clé. J'ai essayé de me remonter le moral. Sans doute le traducteur simultané de madame Willard serait-il petit, moche. Je le mépriserais tout comme je méprisais Buddy Willard. Cette pensée m'a procuré pas mal de satisfaction parce que je méprisais Buddy Willard, et je savais très bien que je ne l'épouserais jamais,
même s'il était le dernier homme vivant sur la planète, alors que tout le monde s'imaginait encore que j'allais l'épouser une fois qu'il serait guéri de sa tuberculose. Buddy Willard était un hypocrite. Au début, bien sûr, je ne savais pas qu'il était hypocrite. Je trouvais que c'était le garçon le plus merveilleux que j'ai jamais vu. Je l'ai adoré à distance pendant 5 ans, sans qu'il me jette ne serait-ce qu'un coup d'œil. Il y a eu une époque merveilleuse où je l'adorais et où il a commencé à lever les yeux sur moi. Mais, alors qu'il m'accordait de plus en plus d'intérêt, j'ai découvert, presque par hasard, que c'était un épouvantable hypocrite. Et maintenant, il voulait m'épouser, et moi je ne pouvais plus le voir en peinture. Le pire de tout, c'est que je ne pouvais tout de même pas lui annoncer tout ce que je pensais de lui comme ça, parce qu'il avait attrapé la tuberculose avant que j'aie eu l'occasion de le faire. Et maintenant, il fallait que je le ménage jusqu'à ce qu'il soit rétabli et qu'il puisse supporter quelques vérités sans phare. J'ai décidé de ne pas descendre à la cafétéria pour mon petit déjeuner. Il aura fallu m'habiller, et à quoi bon s'habiller quand on compte rester au lit toute la matinée? J'aurais pu téléphoner et commander mon petit déjeuner. Mais il a fallu que je donne un pourboire à la serveuse qui l'aurait monté et je ne savais jamais combien il fallait donner. J'ai eu des expériences troublantes à New York en essayant de donner des pourboires. Le premier jour, quand je suis arrivé à l'Amazone, un nain chauve en uniforme de chasseur avait porté ma valise dans l'ascenseur et m'avait ouvert la porte de ma chambre. Bien entendu, je m'étais précipité à la fenêtre pour découvrir la vue. Après un moment, je m'étais rendu compte que le chasseur était en train d'ouvrir et fermer les robinets d'eau chaude et d'eau froide du lavabo en répétant « Ça c'est pour l'eau chaude, et celui-là commande l'eau froide ». Il avait allumé la radio et m'avait indiqué toutes les stations qu'on peut recevoir à New York. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, alors je lui ai tourné le dos en répétant fermement « Merci d'avoir monté ma valise ». « Ah oui, merci. Ah ça oui », avait-il dit d'un ton lourd de sous-entendus désagréables. Et avant que j'aie pu me retourner pour voir ce qui lui arrivait, il était parti en claquant violemment la porte derrière lui. Plus tard, quand j'ai raconté à Dorine son comportement étrange, elle m'a répondu « Idiote, il voulait son pourboire ». Je lui ai demandé combien j'aurais dû lui donner, et elle m'a dit au moins 25 cents, peut-être même 35 si la valise était vraiment lourde. J'aurais pu porter cette valise moi-même, sans aucun problème jusqu'à ma chambre, si j'avais laissé faire le chasseur. C'est que ça avait vraiment l'air de lui faire plaisir de se montrer utile. Je croyais que ce genre de service était compris dans le prix des chambres. J'ai horreur de donner de l'argent à des gens pour des choses que je peux parfaitement faire moi-même. Ça me rend nerveuse. Dorine a affirmé qu'on doit donner 10 cents de pourboire aux gens, mais je ne sais pour quelle raison. Je n'ai jamais de monnaie sur moi, et je me sentirais idiote de donner un demi-dollar à quelqu'un en disant « 15 cents pour vous, mais je vous prie de m'en rendre 35. » La première fois que j'ai pris un taxi à New York, j'ai donné 10 cents au chauffeur. La course faisait 1 dollar. Je croyais donc que 10 cents c'était parfait, et j'ai donné la pièce au chauffeur avec un sourire assez satisfait. Il l'a gardée dans le creux de sa main. Il l'a regardée et encore regardée. Et quand je suis sorti de la voiture, espérant ne pas lui avoir donné une pièce canadienne par erreur, il s'est mis à hurler. « Ma bonne dame, faut que je vive, comme vous, et tous les autres !» avec une grosse voix qui m'a tellement effrayé que je me suis mise à courir. Heureusement, il a été bloqué à un feu rouge. Sinon, je crois bien qu'il m'aurait suivi le long du trottoir en me criant des choses désagréables. Quand j'ai raconté ça à Dorine,
Elle a répondu qu'il était possible que le pourcentage de pourboire soit passé à 15 cents depuis son dernier séjour à New York. Ou alors, ce chauffeur était un sacré enquiquineur. J'ai attrapé le livre que m'avaient envoyé les gens du Ladies' Day. Une carte est tombée quand je l'ai ouvert. Sur le recto, on voyait un caniche en pyjama à fleurs, assis avec un air triste dans un panier. À l'intérieur de la carte, on retrouvait le même caniche couché dans son panier avec un sourire endormi sur un édredon brodé où l'on pouvait lire « Qui dort beaucoup, mieux se porte ». Au bas de la carte, quelqu'un avait écrit « Rétablissez-vous vite » de la part de toutes vos bonnes amies du Ladies' Day. L'encre était couleur lavande. J'ai feuilleté les histoires les unes après les autres, jusqu'à une histoire de figuier. Ce figuier poussait sur une pelouse verdoyante, entre la maison d'un juif et un couvent. Le juif et une superbe nonne brune se rencontraient fréquemment sous l'arbre pour ramasser les figues mûres. Un jour, dans le nid d'un oiseau, sur une branche de l'arbre, ils ont vu éclore un œuf. Pendant qu'ils observaient l'oisillon se frayer son chemin hors de la coquille, ils se sont effleurés du dos de la main. La nonne n'est plus jamais revenue ramasser des figues avec le juif. À sa place venait une vague servante catholique, qui travaillait aux cuisines et qui comptait les figues que ramassait le juif pour vérifier qu'il n'en avait pas pris plus qu'elle. L'homme était furieux. J'ai trouvé cette histoire charmante, surtout le passage sur le figuier en hiver sous la neige, puis au printemps avec tous ses fruits verts. J'étais triste en arrivant à la dernière page. J'aurais voulu ramper entre les lignes noires comme on rampe sous une barrière. Je voulais aller dormir sous ce figuier vert. Je trouvais que Buddy Willard et moi étions comme ce juif et cette nonne, sauf bien sûr que nous n'étions ni juifs ni catholiques, mais unitariens. Nous nous étions rencontrés sous notre propre figuier imaginaire. Nous n'avions pas assisté à l'éclosion d'un œuf, mais à la naissance d'un bébé, quand quelque chose d'épouvantable s'est produit soudain, et chacun, nous avons suivi notre propre chemin. Couché, pâle, solitaire et faible dans ma chambre d'hôtel, je m'imaginais que j'étais dans ce sanatorium des Adirondacks, et je me sentais dans un sacré pétrin. Dans ses lettres, Buddy ne cessait de me parler des poèmes qu'il lisait, écrits par un poète médecin, ou comment il avait découvert qu'un célèbre romancier russe, décédé, avait aussi été médecin. Alors, après tout, peut-être que les poètes et les docteurs pouvaient vivre en bonne intelligence. Mais ça, c'était une toute autre chanson que celle qu'il avait chantée pendant les 2 années de notre flirt. Je me rappelle encore le jour où il m'avait déclaré « Sais-tu ce qu'est un poème, Esther ?» « Non, c'est quoi ?» avais-je répondu. « Un tas de poussière. » Et il avait l'air tellement fier d'y avoir pensé que j'en suis resté bouche bée à le regarder avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus et ses dents blanches. Il avait de très grandes dents blanches. Et j'ai répondu « Je suppose que tu as raison. » Ce n'est qu'1 an plus tard, au beau milieu de New York, que j'ai enfin trouvé une réponse à ça. Je passais beaucoup de temps à tenir des conversations imaginaires avec Buddy Willard. Il avait 2 ans de plus que moi, et comme c'était un scientifique, il fallait toujours qu'il prouve les choses. Quand nous étions ensemble, je devais toujours faire des efforts pour suivre ce qu'il me racontait. Ces conversations, que je me tenais mentalement, reprenaient en général le début des conversations que j'avais effectivement eues avec Buddy. Seulement, elles s'achevaient sur mes réparties cinglantes, au lieu de mes minables, je suppose.
Couché dans mon lit, j'imaginais Buddy disant « Sais-tu ce qu'est un poème, Esther ?»« Non, c'est quoi ?»« Un tas de poussière. » Et juste au moment où il commençait à sourire avec son air prétentieux, comme les cadavres que tu dissèques, comme les gens que tu te figures guérir, ils sont aussi poussière qu'il est possible d'être poussière. Je suis persuadé qu'un bon poème dure beaucoup plus longtemps qu'une centaine de tes clients mis bout à bout. Et bien sûr, Buddy ne trouvait rien à répondre à ça, parce que c'était l'absolue vérité. Les gens ne sont faits avec rien de plus que de la poussière. Je ne voyais pas du tout pourquoi soigner ces tas de poussière vaudrait mieux qu'écrire des poèmes dont les gens se souviendraient, qu'ils se réciteraient quand ils seraient tristes, malades ou insomniaques. Le problème avec moi, c'est que j'ai toujours cru que ce que disait Buddy Willard était l'absolue vérité. Je me souviens de la première nuit où il m'a embrassé. C'était après le bal des 3e années à Yale. Buddy m'avait invité à ce bal d'étrange façon. Un beau jour, pendant les vacances de Noël, il avait débarqué du néant chez moi. Il portait un pull blanc à col roulé. Il avait l'air si beau que je ne pouvais m'empêcher de le dévisager. Je passerai sans doute un de ces 4 te voir au collège, ok ? Avait-il dit. J'en étais abasourdi. Je ne voyais Buddy que le dimanche à l'église, quand nous étions tous les deux de retour chez nous pendant les vacances. Sinon, nous ne nous voyions que très épisodiquement, et je n'arrivais pas à comprendre ce qui avait bien pu le pousser à courir jusqu'ici. Il avait couru les 3 kilomètres séparant nos 2 maisons, pour s'entraîner au cross-country, avait-il déclaré. Bien sûr, nos mères étaient bonnes amies. Elles avaient fait leurs études ensemble. Elles avaient toutes les deux épousé leur professeur et elles s'étaient établies dans la même ville. Mais Buddy disparaissait toujours en fin d'année grâce à une bourse ou bien il passait l'été à combattre la rouille envahissant le Montana pour se faire un peu d'argent. Alors, le fait que nos mères soient de vieilles copines n'avait pas la moindre importance. Après sa visite éclair, je n'ai plus entendu parler de Buddy jusqu'à un samedi matin du mois de mars. J'étais dans ma chambre au collège, plongé dans l'étude de Pierre l'Ermite et de Gautier sans avoir. Je préparais l'examen d'histoire du lundi suivant qui portait sur les croisades, quand le téléphone a sonné dans le couloir. Normalement, on est censé y aller à tour de rôle, mais j'étais la seule première année dans ce couloir. Toutes les autres étaient des 4e années et elles me forçaient à répondre les 3/4 du temps. J'ai attendu 1 minute pour voir si quelqu'un irait avant moi, puis je me suis dit que sans doute elles étaient toutes dehors à jouer au squash ou bien parties en week-end. « C'est toi, Esther ?» avait demandé la fille de garde dans le hall. « Il y a un homme qui désire te voir. » Ça m'a étonné, parce que de tous les rendez-vous que j'avais eus cette année avec des copains de copines, pas un seul ne m'avait demandé de second rendez-vous. Je n'avais pas de chance. J'avais horreur de descendre chaque samedi soir les mains moites d'appréhension pour être présenté par une 4e année au fils de la meilleure amie de sa tante et trouver un type pâle, couvert d'acné, avec des oreilles collées ou bien avec des dents de lapin et un pied beau. Je ne pensais pas mériter ça. Après tout, je n'étais pas infirme. Je bûchais trop et je ne savais pas m'arrêter. C'est tout. Bon, je me suis peigné les cheveux, j'ai mis un peu de rouge à lèvres et j'ai pris mon livre d'histoire. Comme ça, si le type était trop épouvantable, je pourrais faire semblant d'aller à la bibliothèque. Je suis descendu et c'était Buddy Willard, négligemment accoudé sur la table du courrier, blouson kaki, pantalon de toile bleue, espadrille grise délavée, et il me souriait. Je suis juste passé de dire bonjour.
J'ai trouvé ça bizarre qu'il soit venu de Yale rien que pour me dire bonjour, même en stop pour économiser de l'argent. Salut, ai-je dit. Allons sur le porche. Je voulais sortir parce que la fille de garde était une 4e année, une sale curieuse qui m'espionnait avec intérêt. Visiblement, elle pensait que Buddy se trompait de fille. Nous nous sommes assis côte à côte dans 2 vieux fauteuils à bascule. Le ciel était clair. Il n'y avait pas de vent et il faisait presque chaud. « Je ne peux pas rester longtemps, » a dit Buddy. « Allons, reste donc déjeuner. »« Oh, c'est impossible. Je suis venu chercher Joanne pour l'amener au bal des 2e années. » Je me suis sentie la reine des imbéciles. « Et comment va Joanne ?» ai-je demandé froidement. Joanne Gilling était originaire de notre ville. Elle fréquentait notre église et elle était en avance d'1 an sur moi. Au collège, c'était quelqu'un. Présidente de sa classe, licenciée en physique et championne de hockey du collège. Elle me mettait toujours au supplice avec son regard fixe, ses yeux couleur de galet, ses dents luisantes comme une pierre tombale et sa voix asthmatique. Elle était gigantesque. Je commençais à trouver que Buddy avait bien mauvais goût. Ah, Joanne, tu sais, ça fait 2 mois qu'elle m'a invité à ce bal et sa mère a insisté auprès de la mienne pour savoir si je viendrais. Alors, que voulais-tu que je fasse? Mais pourquoi as-tu promis de l'emmener si tu n'en avais pas envie? Ai-je glissé perfidement. Oh, j'aime bien Joanne. Elle n'exige pas qu'on paye pour elle quand on la sort. Elle aime bien le plein air. La dernière fois qu'elle est venue à Yale pour un week-end, on est allé à East Rock en bicyclette. Et c'est la seule fille que je n'ai pas eu besoin de pousser dans les côtes. J'étais comme pétrifié par la jalousie. Je n'étais jamais allé à Yale, et Yale était l'endroit préféré de toutes les 4e années de mon bâtiment pour passer le week-end. J'ai pris la décision de ne plus rien attendre de Buddy Willard. Quand on n'attend rien de quelqu'un, on n'est jamais déçu. Faudrait mieux que tu ailles chercher Joanne, ai-je dit, sans avoir l'air d'y toucher. J'attends un rendez-vous d'une minute à l'autre. Et ça ne lui plaira pas de me voir assise avec toi. Un rendez-vous? Buddy a eu l'air surpris. Qui ça? Ils sont 2, ai-je répondu. Pierre l'ermite et Gauthier sans avoir. Buddy n'a rien répondu. Alors j'ai dit. Ce sont des surnoms. Et j'ai ajouté. Ils viennent de Dartmouth. Sans doute Buddy ne lisait-il pas beaucoup de livres d'histoire, car sa bouche a pris un pli dur. Il a quitté sa chaise à bascule d'un bond en donnant un coup de pied tout à fait inutile. Puis il m'a jeté sur les genoux une enveloppe bleu pâle à l'entête de Yale. C'est une lettre que j'avais l'intention de déposer si tu n'avais pas été là. Il y a une question à l'intérieur. Tu peux y répondre par écrit. Je ne me sens pas le courage de te demander quoi que ce soit maintenant. Buddy partit. J'ai ouvert la lettre. C'était une invitation au bal des 3e années de Yale. J'étais tellement surprise que j'ai poussé des hurrahs et j'ai couru dans le bâtiment en hurlant « J'y vais! J'y vais !» Après le soleil éblouissant à l'intérieur, il semblait faire nuit. Je ne distinguais rien. Je me suis retrouvé en train d'embrasser la fille de garde. Quand elle a compris que j'allais au bal de Yale, elle m'a parlé avec respect et étonnement. Après ça, curieusement, les choses ont changé dans mon bâtiment. Les 4e années ont commencé à me parler. Il y en avait même qui se dérangeaient spontanément pour répondre au téléphone. Personne ne faisait plus de remarques désagréables à haute voix devant ma porte à propos de celles qui gâchent leurs plus belles années de collège à bûcher le nez dans leurs bouquins. Eh bien,
Pendant tout le bal, Buddy m'a traité comme une cousine ou une amie. Nous dansions à 1 kilomètre l'un de l'autre jusqu'au « ce n'est qu'un au revoir, mes frères », où tout d'un coup, il a posé son menton sur le haut de ma tête, comme s'il était à bout de force. Nous avons marché 5 kilomètres dans le vent glacé de 3 heures du matin, jusqu'à la maison où je couchais sur un canapé trop court dans le salon, car cela ne coûtait que 50 cents au lieu des 2 $ habituels pour avoir un lit convenable. Je me sentais abrutie, vide, pleine de rêves brisés. J'avais imaginé que Buddy tomberait amoureux de moi pendant ce week-end, et que je n'aurais plus de soucis à me faire pour mes samedis soirs jusqu'à la fin de l'année. Comme nous approchions de la maison, Buddy a lancé « Montons vers le labo de chimie ». Vers le labo de chimie ? J'étais éberlué. Oui. Buddy m'a saisi la main. Il y a une vue magnifique du haut du labo de chimie. Bien sûr, il y avait une sorte de petit monticule derrière le labo de chimie, du haut duquel on pouvait voir les lumières de 2 ou 3 maisons de New Haven. J'étais debout, faisant semblant d'admirer, pendant que Buddy se tortillait sur place. Pendant qu'il m'embrassait, j'ai gardé les yeux ouverts et j'ai essayé de graver dans ma mémoire l'espace séparant les 2 lumières des maisons, pour ne jamais les oublier. Finalement, Buddy s'est écarté et il a fait « Waouh !»« Waouh quoi ?» ai-je demandé avec étonnement. Ça avait été un baiser sec, minable, sans aucune inspiration, et je me souviens d'avoir pensé que c'était dommage que nos lèvres aient été tellement gercées par les 5 kilomètres dans le vent glacé. Waouh ! Je me sens terrible après t'avoir embrassé. Modestement, je n'ai rien dit. J'imagine que tu sors avec un tas de garçons, a demandé Buddy tout d'un coup. Je suppose. Je croyais bien être sorti avec un garçon différent chaque samedi depuis le début de l'année. Moi, j'étudie beaucoup. Moi aussi, ai-je ajouté, méchamment, après tout. Il faut que je mérite ma bourse. Malgré tout, je pense que je pourrais m'arranger pour te voir un samedi sur 4. C'est chouette. J'en tombais à moitié dans les pommes et je mourais d'envie de retourner au collège pour raconter ça à tout le monde. Buddy m'a embrassé de nouveau sur le perron de la maison, et l'hiver suivant, quand il a réussi son examen d'entrée en faculté de médecine, c'est là-bas que j'allais le voir et plus à Yale. C'est là-bas que j'ai compris qu'il m'avait menti durant toutes ces années, et quel sale hypocrite il était. J'ai tout compris le jour où nous avons vu naître le bébé.